Non, mais aux échecs, franchement, tu peux travailler autant que tu veux. Si t'es pas hyper doué, t'as aucune chance. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Ça se voit avec tous les jeunes là qui ont des talents de malade. Tu peux rien faire. Le seul parent qui limite les échecs à son gosse. Non, parce que vraiment, quasiment tous les parents que je connais qui ont fait des échecs à haut niveau ou étaient pas loin d'en faire un haut niveau, l'immense majorité ne veulent pas que leurs enfants jouent aux échecs. Donc non, enfin, en vérité, c'est juste que vous fantasmez un truc sur les échecs qui n'existe pas en vérité et qui est même l'inverse. Mais bon, quand tu le dis, tu te fais mal voir de tout le milieu. En fait, dire la vérité, de toute façon, maintenant j'ai compris, c'est les gens te tombent dessus. Bah, il y a un short qui est sorti là-dessus, je me suis fait insulter toute la journée avec ça. Je trouve que les échecs apportent plein de choses au quotidien, mais il faut pas pousser pour du haut niveau. Ah bah des échecs où tu joues à 1400, 1500, oui, ça peut être bien. Mais voilà, pas plus, gentil. Mais j'appelle pas ça faire des échecs. Tu fais de la musique, t'as plein de choses que tu peux faire comme ça. Mais c'est pas faire des échecs. Faire des échecs, c'est faire des échecs. Ça, tu fais ça comme tu ferais n'importe quoi d'autre. Bon, tu pousses un peu les pièces, quoi. Tu t'amuses, c'est du hobby, quoi. C'est pas faire des échecs, c'est jouer à un jeu. Mais c'est pas la même chose. Disons que les échecs rendent malheureux, pourquoi ? Je sais pas, ça se remarque de manière empirique, en fait, bêtement. Mais j'ai les commentaires, ils sont complètement à côté de la plaque. Ah, mais c'est un truc de fou, Anit. En fait, ils te disent, il n'y a pas de... Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve ça ou quoi, mais quelle étude scientifique est allée chercher le nombre d'addictions des joueurs d'échecs avec les jeux d'argent ou avec l'alcool, par exemple ? Il n'y a aucune étude scientifique qui est allée chercher ça. Et pourtant, il y aurait beaucoup à dire. Mais en plus, j'ai une connaissance qui fait une étude scientifique en ce moment là-dessus sur les méfaits de la concentration intensive sur des longues périodes. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il pourrait y avoir des réels méfaits sur le cerveau. Et il y a des études qui sont en cours dans ce domaine-là. Comme quoi, la pression, le stress à haute dose pour le cerveau avec la concentration, ce serait pas très bon. Mais c'est des études qui sont en cours, donc qui ne sont pas encore publiées. Mais en fait, ça se voit de manière empirique qu'il y a un problème avec ça. C'est quoi le haut niveau ? Ça veut rien dire. On peut pas avoir un niveau à partir de quand c'est du haut niveau ? Bah, haut niveau, c'est quand tu peux gagner ta vie. Donc c'est 2650 feeds. Mais si tu veux être 2650 feeds, quand t'es jeune, il va falloir en faire beaucoup. C'est du haut niveau. Si on sait ce que c'est le haut niveau, tu peux pas dire qu'est-ce que tu considères comme du haut niveau. Bah, jouer comme tu joues, c'est pas du haut niveau. Enfin, c'est pas la même concentration, c'est pas. Mais je sais pas pourquoi les gens ont du mal à comprendre ça. Je sais pas à quel moment je m'exprime mal pour que ce soit aussi difficile de le comprendre. Le haut niveau, c'est quelque chose de particulier, quoi. Pourquoi t'es pas devenu fou, toi, alors ? Mais moi, j'ai arrêté avant que ça m'atteigne trop gravement. Que la plupart des meilleurs ont une santé mentale fragile ? Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, ceux qui arrivent le meilleur, c'est peut-être ceux justement qui arrivent à le mieux le supporter. Mais après, il faut dire, quand tu vois les mecs de haut niveau, ils sont quand même un peu chelous tous. Hein. T'as quand même beaucoup de joueurs de haut niveau qui réussissent à garder une santé mentale correcte, qui ont, à mon avis, mais après ça, il faudrait faire des études, mais des spectres autistiques quand même de base qui fait qu'ils sont peut-être plus adaptés pour faire une seule chose en fait profondément. C'est pas propre à la compétition au très haut niveau. Franchement, dans les échecs, t'as quand même beaucoup de... Ouais, t'as beaucoup de joueurs qui prennent des médicaments, des anti-anxiolytiques, des choses que vous savez pas forcément, mais t'as vraiment beaucoup de ça. Ou qui ont des problèmes d'alcool ou des problèmes de jeu ou quoi. Ça revient quand même beaucoup dans les échecs. Alors, je dis pas tous, hein, il y a pas mal de gens qui sont aussi très équilibrés, mais il y a quand même beaucoup de ça. C'est arrêté un minimum. Moi, j'en ai déjà parlé de ça aussi. Moi, quand je jouais vraiment à la fin, j'avais des problèmes de tic, en fait. J'ai déjà parlé plein de fois. J'arrivais plus à contrôler le clignement de mes yeux. Alors, au début, c'était que pendant les parties. Et après, c'était dans ma vie de tous les jours. J'ai la chance que ce soit arrêté quand j'ai arrêté les échecs, mais il n'y a que les échecs qui m'ont fait ça, en fait. Aucune autre activité. Enfin, vraiment, hein, des cas de gens qui mettent trop dans les échecs et ça se passe pas bien, il y en a quand même beaucoup. Mais après, je sais pas pourquoi c'est si difficile à... En fait, moi, ça me paraît en vérité assez logique quand tu revois ça avec le recul. Si on t'écoute, les échecs, c'est pas bien. Bah, là, tu m'écoutes pas, en vérité. Les échecs pour devenir joueur de haut niveau. C'est-à-dire que c'est une pratique que vous n'avez pas du tout. Aucun d'entre vous n'a cette pratique-là. On parle d'un truc très spécifique.
problème, c'est pas les échecs, c'est la compétition de haut niveau et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je crois, mais en fait, la spécificité des échecs, c'est que la compétition de haut niveau, les parties, elles durent 5-6 heures et tu as et l'intensité de stress et de tension qui est très élevée et l'intensité de concentration et de mental qui est très élevée. Et finalement, dans un sport, tu réussis quand même à dégager un petit peu de ce stress et de ce négatif corporellement parce que tu te dépenses physiquement. Dans les échecs, en plus, c'est tout intériorisé. Moi, j'avais des trucs de fou. Ça m'arrivait après les parties d'avoir des spasmes à l'intestin, de devoir prendre des cachets parce que ça me posait des problèmes de digestion, etc. Et je connais pas mal de joueurs qui ont des ulcères à l'estomac, des trucs comme ça, plein de pathologies comme ça, qui sont des pathologies qui passent dès qu'ils jouent pas aux échecs, en fait. Plus tous les gens que je connais qui sont retrouvés avec des addictions à l'alcool, etc., qui passent dès qu'ils arrêtent de jouer. En fait, c'est particulier. Mais c'est vraiment spécifique aux gens qui font que ça de leur journée et qui font des tournois. C'est pas du tout pour les gens qui vont jouer des tournois, des parties en national le week-end. Ça dépend notamment du sport. Je pense que les sports collectifs, c'est plus facile, Elipouette, globalement. Je crois que le sport individuel, c'est vraiment le plus difficile. Encore un 1900 qui traverse peut devenir 2000 et différent du haut niveau, il peut devenir fou aussi. Parce que t'as pas la même intensité mentale. Si t'avais la même intensité mentale et le même niveau de concentration et le même niveau d'entraînement, tu peux pas être stuck à 1900 en fait. C'est impossible. C'est juste pas la même chose en fait. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Enfin, ouais, le niveau, ça joue quand même sur l'intensité. Il y a un gars de ma classe, il a 16 ans, il est 2000. Non, mais ça, c'est pas. Enfin, ça reste très hobby, ça, c'est très amateur. À 16 ans 2000, t'es à des années-lumière de faire quoi que ce soit de difficile. Enfin, à 12 ans, il faut déjà être 23, ou 12-13 ans, il faut déjà être 23 maintenant. 16 ans 2000, tu dois déjà arrêter. Tu dois penser à tes études et tu feras pas d'échecs de toute façon, donc on s'en fout. Dommage, c'est trop compétitif les échecs, il n'y a pas cette partie divertissement comme le foot ou l'e-sport League of Legends, c'est à cause de l'ego des joueurs. Bah non, en vérité, c'est assez sympa. En fait, ceux qui sont arrivés au haut niveau, après, ça va. C'est juste qu'il faut pas... une fois qu'après, c'est ton métier, tu peux faire que ça et que c'est ta vie, etc., c'est encore un autre problème. Mais je veux dire, les joueurs, en plus, qui arrivent au haut niveau, après, généralement, ils encaissent quand même pas mal. C'est possible de jouer aux échecs sans que si on veut progresser. Mais bien sûr, tu peux progresser en jouant très tranquillement, comme tu joueras à un autre jeu. Tu peux te faire tes petites tactiques, tes petits machins, jouer tes petites parties, c'est pas ce qu'on dit, hein. T'avais quel niveau à 16 ans, toi ? Moi, je devais jouer à... Après, j'ai eu des problèmes de migraine et j'avais des problèmes de santé à cet âge-là, mais je devais jouer à 2002. FIDS, qui est l'équivalent de... aujourd'hui, parce que c'est un peu différent, c'était plus dur, on avait moins d'informatique pour progresser, etc. Mais ça aurait été comme si t'étais 23-50 aujourd'hui à 16 ans. En gros, c'est pas assez. T'es à des années-lumière. Genre, checkpoint, on casse pas. Il se fait beaucoup plus en streaming qu'en jouant. Après, voilà, chacun peut avoir aussi un petit peu son avis, hein. Je suis beaucoup l'e-sport Rocket League. Les futurs pros, on les connaît avant même qu'il ait l'âge légal pour participer. Ces mecs qui ont investi leur jeunesse à travers le jeu et qui sont hyper doués, mais aux échecs, pareil. Les Oro, Erdogmouche et machin, tu sais qu'ils seront pros. La gestion émotionnelle a-t-elle un impact dans leurs résultats ? Ouais, c'est pour ça que je disais, en fait, ceux qui arrivent au plus haut niveau, c'est ceux qui ont la meilleure gestion émotionnelle. Mais regarde, même Magnus, il a arrêté les matchs du championnat du monde parce qu'il n'arrivait pas à les gérer émotionnellement. Il se faisait du mal, il se détruisait mentalement avec ça. Donc, même Magnus, en fait, pour se préserver mentalement, a arrêté de défendre le titre de champion du monde. Donc, je veux dire, après, on me dit que je suis fou et que je comprends rien à rien. Et il a eu raison, Magnus, de faire ça. Mais oui, le championnat du monde 2016, c'était vraiment pas bien et ça se voyait. Et je me rappelle, il y avait même une interview de sa sœur, de machin, il disait qu'il arrêterait peut-être les échecs s'il perdait le match. Enfin, ça le rendait fou, en fait. Et comme il pouvait plus supporter cette pression, il a juste, à un moment donné... il s'est dit, bon, vas-y, j'arrête et puis je vais continuer à jouer aux échecs, à me faire plaisir. Et il a eu 100% raison. Mais genre, même Magnus, qui pourtant tient hyper bien la pression, même lui, hein. Donc, ouais, c'est particulier. Après, un autre qui gère bien, je trouve, c'est Gukesh. Franchement, il a l'air hyper tranquille. Même quand il a fait la gaffe et tout la dernière fois, il a l'air vraiment d'être calme. Et tu penses qu'arriver à un âge, si on n'a pas passé un cap, c'est presque impossible pour le très haut niveau. Ah bah oui, là, si t'as 12-13 ans et que t'es pas au moins 2000, c'est déjà fini. Si t'as 15 ans et que t'es pas au moins 24-50, c'est fini. Si t'es 18 ans et que t'es pas au moins 26, c'est fini aussi. Ou 25-50. Donc oui, c'est très vite fini en fait. Et encore, hein, là, c'est vraiment des minima de chez minima, de chez minima, de chez minima.
Là, ça devient... je crois qu'à 8-9 ans, là, je crois qu'il y a un Espagnol qui a 9 ans qui passe déjà à 21,50. Je crois, hein, je crois que j'ai vu passer ça, je suis pas certain. Mais en tout cas, 21, je pense. Genre à 9 ans. Feed, hein. C'est l'équivalent de 23-24 Chesscom. À 9 ans. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, ça devient du délire. Ça devient de la folie. Ça devient vraiment de plus en plus concurrentiel, de plus en plus difficile. Il n'y a pas d'exception, non. Il n'y a pas d'exception. Non, mais là, vraiment, j'ai l'impression que maintenant, à 10 ans, il faut déjà être 22. Ça paraît fou, mais j'ai vraiment cette impression qu'il commence à y avoir une certaine quantité de gamins qui jouent à 22 à 10 ans. Ça me paraît surréaliste. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils peuvent apprendre plus vite avec les bons outils informatiques, ils peuvent jouer plus de parties sur Internet, et quand tu as des gamins qui ont des intelligences hors du commun, ils réussissent à très très rapidement, par mimétisme et grâce à tous les entraîneurs qu'il y a, etc. maintenant, à jouer à des niveaux qui sont vraiment hallucinants par rapport à l'âge. Si Magnus avait commencé à 18 ans, il serait quand même GM? Non, évidemment que non, évidemment non. Il aurait peut-être joué 2-3 ans, il aurait fait autre chose de sa vie. En fait, il n'y a personne qui ferait les efforts à 18 ans, même Magnus. Pourquoi il n'y a pas de jeune fille maintenant que le jeu s'est démocratisé? Bah, il y en a, hein. Il y a Bodana, là, la petite, elle joue vraiment bien. Hein. Je crois qu'elle joue un tournoi en ce moment, elle a peut-être 11 ans maintenant ou 10 ans. Je crois qu'elle a une perf à 24-50 là dans un tournoi. Mais elle est toute petite, hein. Elle a mis 3,5 à 4 à Gotham. Ouais, ah. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Mais elle a quoi? Elle a 11 ans? Elle a quel âge, Bodana? Non, mais 3,5, gagner 3,5 contre Gotham en Blitz, c'est quand même chaud, hein. Il joue bien, quoi. Enfin, il est 2009 Chesscom, et il joue souvent sur échiquier réel. Donc oui, 11 ans en mars, elle a 10 ans. 10 ans, elle est déjà plus forte en Blitz sur échiquier que Gotham. C'est quand même impressionnant. C'est quand même fort. Il joue au moins 2004 en Blitz sur échiquier, Gotham. Feed. Donc elle est peut-être déjà plus forte. Et la petite française sur les réseaux, ah ouais, elle est à la B-Cup. Bah là, ça veut vraiment rien dire. Je sais pas si elle joue en tournoi ou quoi, mais ça veut rien dire. Trop petite. Déjà, elle est très petite. Et puis, en fait, on voit que les gamins qui sont forts, ça se voit à partir de 8, 9, 10 ans. Mais là, vous voyez, on a plein de gamins. La petite Bodana, quand elle avait 8 ans, elle était vraiment forte déjà. Hein. Je sais pas, c'est dur à dire. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'un gamin comme ça, pour qu'il progresse vite... je pense que c'est surtout beaucoup travailler les échecs réellement. C'est-à-dire faire beaucoup de tactiques, faire beaucoup de finales, etc. 8 ans, ils n'ont pas d'enfants, c'est pas possible. Bah après, ouais, bah, on en revient toujours au même, Corinne. Hein. Après, moi, tu vois, tu vois, quand je dis ma fille, elle ferait pas d'échecs, si à 8 ans, ma fille, elle est 2000 feed, tu vois, ok, tu peux faire des échecs. Parce que je sais que... elle va faire beaucoup d'échecs et ça va être un peu dur pour elle son enfance, mais à 13 ans, elle sera déjà 24. À 15 ans, elle sera déjà au candidat ou aux candidates, ou pas loin de l'être. Et en fait, je sais qu'elle gagnera très bien sa vie et que ça ira. Mais bon, voilà, enfin, après, c'est sûr. Mais si à 8 ans, t'es déjà 2000, bon, ça va. Peut-être à 18 ans, t'es déjà multimillionnaire, quoi. Donc, bon, même si c'est difficile et tout, si tu réussis à être bien encadré par la famille, ça va, quoi. Après, c'est sûr que si à 10 ans, t'es 1800 Hello, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est fini. C'est déjà fini. Rien n'empêche d'avoir une enfance normale et jouer aux échecs. Je pense, si tu veux, que pour être 2005 à 15 ans, tu peux pas avoir une enfance normale. Ou à 13 ans, comme ils le sont maintenant. Je pense que c'est pas possible. Je vois pas comment tu fais pour être 25 à 13 ans et avoir une enfance normale. Je souhaite d'avoir des enfants qui aient la capacité de pas travailler les échecs et d'être grand maître à 13 ans, ce qui est quand même... ce qui serait quand même très impressionnant. C'est vrai que s'il travaillait à 13 ans, il serait déjà plus fort que Carlsen, mais c'est quand même une beaucoup de gamins s'ennuient, aimeraient avoir cette chance d'être un prodige. On aimerait tous avoir la chance d'être un prodige. C'est pas ce qu'on te dit, en fait. J'ai l'impression que vous comprenez pas, vous faites du sophisme. Moi, j'aurais bien aimé, si tu veux, être 2004 à 10 ans. Ouais, j'aurais bien aimé. Mais j'aurais bien aimé avoir 180 de QI et être capable... Enfin, je sais pas quoi dire. J'aurais bien aimé courir plus vite qu'Usain Bolt. En fait, mais je veux dire qu'il y a le réel, ça existe, les amis. En fait, il y a le réel. Il y a le fait que non, en fait. T'as pas cet ADN-là. On aurait tous voulu être des prodiges, enfin, franchement. Être aussi bon au basket que Wemby, avoir le coup droit de Nadal, le service de Federer, la couverture de terrain de Djokovic, le toucher de balle de Messi,
l'abnégation de Ronaldo. Enfin, on aurait tous aimé. Et le truc, c'est que on l'est pas. Donc ça, les amis, il faut pas se dire, c'est facile de dire on aurait tous aimé être un prodige. On aurait aimé, ouais, mais on l'est pas. On est des cons. C'est comme ça. Non, mais c'est le réel. Je l'ai déjà vu dans France Normale, les sacrifices. Imagine pas tous les gamins qui s'ennuient devant les écrans à scroller. On n'est plus dans les années 50. Ça, après, c'est la responsabilité des parents. Mais je veux dire, c'est du whataboutisme, comme disent les Anglais, ce que tu es en train de faire. Enfin, je vois pas le rapport. C'est mieux que de scroller, c'est mieux que de mourir de faim. Enfin, il n'y a pas de rapport, en fait. Il y a une différence entre voir être de 25 à 13 ans et en faire pour s'amuser ou du foot, du tennis quelques heures par semaine. C'est ça, le truc à relativiser aussi. Bah, c'est exactement ce qui est dit, hein. Quel rapport avec la choucroute, ok. Pour avoir commencé une vie de prodige dans la musique très jeune, ça laisse des traces. Ça peut vite mal tourner vu que tu socialises souvent moins hors des sports avec un parcours haut niveau. Bah souvent, ouais. Voilà exactement le réel, très bien dit. En fait, beaucoup pensent que si tu commences très tôt, tu peux devenir facilement un très grand joueur d'échecs. Mais c'est comme tous les sports de haut niveau, plein ont cru et ne sont pas devenus. Ah bah oui, les échecs, c'est très cruel. Hein. C'est tellement ADN diff. C'est littéralement le sport le plus spécialisé du monde. Ouais, il y a peu de transversalité en plus avec les échecs. C'est vrai que dans les autres sports, des fois, tu as des joueurs qui bifurquent d'un sport à l'autre. Les échecs, c'est vraiment que les échecs, quoi. Et en plus, comme tu dis, il faut en faire beaucoup et très jeune. L'important, c'est d'être heureux. Arrêter de se comparer, ça aide. Ça, je suis d'accord avec toi, no thanks not. Mais le problème, c'est quand tu fais du sport de haut niveau, t'es obligé de te comparer. Malheureusement. T'es en concurrence directe avec les autres dès tout petit. Mais tu vois, après les échecs, quand t'es pas millionnaire, tu peux pas te reconvertir en commentateur, genre. Bah après, tu peux donner des cours d'échecs, tu peux quand même bifurquer sur certains trucs, mais c'est pas pour tout le monde. Dans certains sports, genre rugby, basket, certains commencent tard. Ouais, enfin, mais disons que c'est juste qu'ils ont fait du sport globalement jeunes et qui commencent ce sport spécifique plus tard, mais il y a une transversalité. C'est des phénomènes physiques avant, exactement, qui ont fait du physique. Sinner Tennis, il a commencé 13-14 ans, ouais, il faisait surtout du saut à ski, non, Sinner? Ou c'était autre chose? Gaël Monfils, il a commencé jeune. Il y a beaucoup de joueurs de foot US qui font du basket après, vice-versa. Ouais, en vrai, la non-transversalité du jeu d'échecs, c'est un peu terrible. Dans le sport, des super qualités cardio et physiques te permettent de bouger. Il y a plein d'exemples, vélo sur piste, BMX, bobsleigh. Ouais, aux échecs, t'es vraiment bloqué. C'est quasiment que du QI. Le talent, non, c'est de la visualisation, du calcul. C'est pas du QI, en fait. C'est vraiment, vraiment très, très dur. Tu me dire comme un sport. Pour moi, c'est plus un jeu, mais après, quand c'est fait à haut niveau, c'est un sport. Ça dépend. Pour moi, il y a vraiment les deux dans les échecs. Ce que vous faites, vous, c'est un jeu, mais ce qu'ils font au top niveau, c'est un sport. Transversalité vers les maths, il n'y a aucune transversalité entre les échecs et les maths. Ça n'a aucun rapport. Un peu de géométrie quand même, mais aucunement. Être fort aux échecs te rend pas fort en maths, en fait. Tu prends Carlsen, tu lui mets des théorèmes de maths, il va rien comprendre. Les échecs et maths ont été démontrés comme reliés. Non, mais qui a démontré ça? Enfin, Carlsen, tu le mets devant des examens de licence de maths, il va avoir 0 sur 20. L'inverse peut donner des facilités aux échecs, pour la visualisation par exemple. Pas spécialement, hein. Il n'y a pas de grands mathématiciens qui sont bons aux échecs. Hein. C'est juste qu'être intelligent, globalement, ça donne une faculté à être bon aux échecs, mais c'est tout, quoi. Maxime, il a une licence de maths parce qu'il a fait des études en maths, mais pas parce qu'il est bon aux échecs. Et d'ailleurs, Maxime m'a dit qu'il n'était pas extrêmement bon en maths, en réalité. Pour en parler mieux que moi, Lascar, quand même. Non, mais Lascar, quand même. Mais dans ces cas-là, on va dire que être bon aux échecs, c'est être bon en musique parce que Philidor et Taïmanov sont des musiciens de renommée internationale. Je veux dire, c'est complètement débile de dire ça. Ou on va dire qu'on peut être bon aux échecs, c'est aussi être bon au foot parce que Hagutstein a été numéro 1 norvégien aux échecs et international norvégien au foot. Enfin, je veux dire, les exemples sont complètement débiles, en fait. Enfin, genre, c'est à un moment, il y a un truc... Tu vas prendre une personne et ça va te donner un exemple. Non, mais genre, c'est quand même fort. Ça entraîne la capacité de concentration. Ça aide partout, ça. Oui, mais bon, dans ces cas-là, jouer au tennis aussi. D'ailleurs, bizarrement, moi qui ai joué au poker à un bon niveau, les joueurs de tennis, les bons joueurs de tennis sont souvent de meilleurs joueurs de poker que les bons joueurs d'échecs. Ils ont un bien meilleur contrôle de leurs émotions et au casino, ils ont une bien meilleure lecture des émotions. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Les ex-joueurs de tennis, les mecs qui ont été très bons au tennis, qui n'ont pas pu passer pro et qui se mettent au poker, sont vraiment meilleurs que les joueurs d'échecs,
qui se mettent au poker, parce que les joueurs d'échecs, généralement, par expérience, là pour le coup, je connais bien les deux domaines, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont assez addicts. Ils tiltent beaucoup, les joueurs d'échecs. En fait, les échecs, j'ai l'impression que ça te... Comment dire? Ça touche un peu l'addiction, je sais pas comment dire. Et souvent, les joueurs d'échecs, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à contrôler leurs émotions après avoir perdu. Et ils se mettent beaucoup plus vite à tilter, à mal jouer, qui sont beaucoup plus gamblers. Alors que les mecs qui étaient bons et qui étaient bons au tennis et qui jouent au poker, ils avaient un tellement bon contrôle de leurs émotions et une bonne lecture aussi des émotions des autres. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'études, etc., hein, comme toujours. Mais ça, pour le coup, de manière empirique, ça se retrouve vraiment. Les joueurs de tennis ont beaucoup de résilience utile pour le poker. Écoute, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer de mon expérience, ouais. Alors que les joueurs d'échecs, c'est plutôt l'inverse. On peut dire ils sont bons en maths, ouais. Donc, ils calculent assez vite les probabilités, mais il n'y a pas que ça au poker. La gestion des émotions, c'est plus important. Ouais, les joueurs d'échecs ont du mal à gérer le côté aléatoire, ouais.